Salut tout le monde et bienvenue sur le Petit Plateau, un petit plateau qui n'arrête pas de vous proposer des épisodes, hein. On n'a jamais été aussi actif que cette intersaison finalement. Et pour ce nouvel épisode, je retrouve, vous le savez déjà, je retrouve les excellents Alexis et Romain. Salut les gars. Salut tout le Salut, monde. salut. Alors pour ce numéro, on reste un peu finalement dans le bilan de 2025. On a choisi ici de faire un épisode où on va citer nos 10 bonnes surprises. Les 10 bonnes surprises, c'est quoi? Contrairement à ce qu'on fait un peu partout et ce qu'on a déjà fait nous, on va pas choisir les 10 révélations, on va pas choisir les 10 meilleurs coureurs. C'est globalement par rapport aux attentes qu'on avait vis-à-vis de certains coureurs. Est-ce qu'ils ont fait une bonne saison, pas une bonne saison? Mais nous, on va aller chercher les 10 qui ont fait peut-être la meilleure saison par rapport aux attentes. Après, vous allez voir, je sais pas comment Romain et Alexis ont fait leur truc. Vous allez voir que parfois je bifurque un tout petit peu, etc. Mais c'est le but du petit plateau, vous nous connaissez maintenant, hein. Mhm. Et donc voilà, avant qu'on commence, moi j'ai une toute petite question pour vous. On le sait un petit peu, on se le dit off. C'était facile comme exercice? Non. Fallait se faire violence pour supprimer les noms, ça c'est clair. Ouais, c'était horrible. Et pour choisir, ouais. C'était horrible. Bon on va y aller. Et comme la fois c'est, autant le dire, on s'est pas du tout Ouais. concerté, donc je n'ai aucune idée des noms de Romain et Alexis, ils n'ont aucune idée des miens. Donc on va voir si on est un peu raccord ou pas du tout. Mhm. Et je vous propose d'y aller là tout de suite. Alexis, par exemple, tu peux peut-être commencer avec ton 10e nom. Oui, on n'a pas précisé aux auditeurs. On va donc partir fatalement du moins bon, entre guillemets, de nos bonnes surprises pour aller vraiment jusqu'au celui qui a été la super surprise de la saison. Ouais. Écoute, tu l'as dit, hein, sur le petit plateau, on aime bien prendre des définitions assez larges dans nos concepts, nous laisser un peu de liberté. On aime bien, toi le premier, un petit peu tricher dans le concept aussi. Donc je vais commencer très fort dans la tricherie, mais a priori ce sera ma seule tricherie de cet épisode. Pas de souci, j'espère. Et en fait, je vais faire comme sur la cinquième étape du Tour des Alpes. Euh, Comme je sais que Paul Sexas aura plein de mentions, probablement aujourd'hui, mais surtout dans les prochaines années, je vais dire Prud'homme. Parce que voilà, c'est évidemment Paul Sexas devrait être dans ce top 10, mais j'avais envie de citer Prud'homme, lui laisser la victoire, parce qu'il fait il fait une saison exceptionnelle. Et la preuve pour moi qu'il mérite euh, sa place dans les satisfactions, mais surtout dans les surprises, c'est que on l'a fait gagner sur le Tour des Alpes parce qu'on pensait qu'il ne gagnerait plus. Et dans la foulée, il a été gagné une étape sur le Tour d'Italie. Mhm. Écoute, on s'est promis en off de pas trop réagir au long des autres. Je vais pas être long, je vais juste dire qu'il était euh, dans ma réserve, vraiment tout proche des 10. Je l'ai pas mis, mais donc c'est un très bon choix, puisque je l'aurais peut-être fait aussi. Donc, Ça va. Romain, ton Ben, 10e nom. oui, avant de parler de mon Ouais, dixième vas-y. nom, Nicolas Prudhomme est dans ma liste. Ah, Je l'ai waouh, même placé plus magnifique. haut. Donc, je vous Ok. expliquerai effectivement après pourquoi je l'ai placé plus haut. Mais donc, mon dixième nom, c'est un Britannique. Je ne m'attendais pas à le mettre dans un top pareil en fin de saison. C'est Thomas Pidcock. Et oui, Tom Pidcock. Ça peut paraître étonnant de le voir dans cette liste, mais en fait, je l'ai dit en pré-saison, j'avais vu dans ce transfert tardif, cette arrivée dans une équipe qui n'était pas construite autour de lui, où il n'avait pas spécialement de force vive pour l'accompagner sur ses terrains de prédilection. J'avais dit, il y aura forcément une année de transition, d'autant plus qu'il est dans une équipe qui ne va pas bénéficier de toutes les invitations sur les plus grandes courses. Et donc, on ne devrait pas beaucoup le voir cette année. Et en fait, il fait sa meilleure saison depuis qu'il est passé pro sur route. Avec cette troisième place, c'est vrai, sur la Vuelta. On en a déjà beaucoup discuté sur le petit plateau en expliquant notamment que c'était sans doute un podium entre guillemets au rabais. Il n'empêche, ça reste un podium de grand tour, ce que personnellement, je ne croyais pas possible, même au rabais en ce qui concerne Tom Pidcock. Et puis, Tom Pidcock a fait bien plus que simplement aller chercher une troisième place sur la Vuelta. Il avait commencé très tôt, très fort en remportant l'Alula Tour, en étant troisième de la Ruta del Sol, hein, tout ça en pré-saison. Et puis, on l'avait vu aussi sur l'Estradé, hein, c'est lui qui avait attaqué, rappelez-vous, Pogacar. Et puis, il a multiplié tout au long du printemps les places d'honneur. Sixième à Tirreno, neuvième à l'Amstel, troisième à Huy, neuvième à Liège, deuxième à l'Arctique de Norvège. Et puis, même encore en fin de saison, il était présent avec une deuxième place au Tour d'Émilie, une sixième place sur le Tour de Lombardie. Et pour finir aussi,
mais c'était un petit peu avant, une 10e place aux Mondiaux de Kigali, ce qui montre que sur une course aussi dure, il était encore présent en fin d'année. Bref, c'est une façon de m'excuser quelque part, même si on sait qu'il ne nous écoute pas, mais de m'excuser, enfin de présenter mes excuses auprès de Thomas Pidcock qui fait une toute grosse saison et grâce à lui, eh bien, Q36.5 fera partie de ces équipes qui seront invitées sur toutes les grandes courses World Tour l'année prochaine. Donc, a priori, dans une équipe qui est très ambitieuse, on devrait encore le revoir et pourquoi pas le voir plus haut dans les tops l'année prochaine en ce qui me concerne. Bah, tu sais quoi, Romain? Je ne te remercierai sûrement jamais assez, puisque je voulais tricher pour la 10e place et j'avais deux noms. Alors moi aussi, comme Alexis, je ne vais pas beaucoup tricher, hein, mais c'est parce qu'ils allaient un peu ensemble dans l'esprit. Et il y avait Tom Pidcock, 10e, donc je ne vais rien rajouter à ce que tu as dit. Et dans l'esprit, j'avais mis à côté comme nom Mats Pedersen. Parce que de nouveau, on est sur un coureur très connu et donc on va me dire, mais pas du tout, enfin, c'est pas du tout une surprise. Oui, sauf que je trouve qu'il y a eu un step-up encore un peu, quoi. Mats Pedersen, il regarde les fantastiques dans les yeux, il va faire deuxième du run. Mhm. Sur Roubaix, j'aurais été vraiment curieux s'il n'a pas son problème, je pense que c'est crevaison. J'aurais vraiment été curieux s'il a l'air très costaud, je le sentais capable d'accompagner les deux monstres. Et je n'ai même pas regardé toutes ces victoires et tout ça, je vous avoue. Bon, tout le monde, tout qui suit le cyclisme sait qui est Mats Pedersen et tout ce qu'il peut gagner. Mais il y a aussi en plus la manière, quand il est le fantastique finalement au départ d'une course, que les autres sont pas là, et ben il y a la manière. C'est pas le gars qui se contente de sa pointe de vitesse. On peut notamment penser au Tour du Danemark, et il fait des numéros sur numéros. Euh, c'est pas Wout van Aert Tour de France, mais dans l'esprit, il y a eu un peu de ça sur certaines des courses de Mats Pedersen. Et pour ça, je trouve que c'est encore une bonne surprise parce que même si on le connaît, il y a encore eu un petit pas en avant. Et donc dans l'idée, voilà, exactement un peu ce que tu dis avec Pidcock, un peu plus marquant sur Pidcock parce qu'il y a la Vuelta où on s'était toujours dit au grand tour, ça n'y arrivera pas, mais dans l'esprit, c'est un peu la même chose selon moi. Ouais, ouais. Ouais. Alexis, on avance dans le classement, ton neuvième nom. Ouais, ben voilà, moi mon événement c'est Victor Campenaerts en tant qu'équipier. Pourquoi? Parce que voilà, on se demande souvent pourquoi tel ou tel coureur va faire l'équipier dans une grosse équipe alors qu'il a des ambitions personnelles ou qu'il y a des courses qui peuvent lui convenir. Mais Campenaerts, lui, il l'a dit clairement en début de saison dans une interview. Il a dit que ben voilà, lui, il a fait ce qu'il voulait faire dans sa carrière individuelle. Il se voyait pas faire plus et que donc il était prêt maintenant à se dévouer pour quelqu'un, à faire gagner quelqu'un. Ben voilà, il est neuvième parce qu'il n'a pas fait gagner. Mais voilà, quel coureur, moi j'ai toujours adoré. Quel Tour de France il nous sort, il s'est réinventé. Et dans son rôle, il a été excellent parce que Campenaerts, c'est le gars qui se fait mal, qui fait mal aux autres. Visuellement, il procure des émotions parce que tu ressens la douleur chez lui, tu ressens la douleur chez les autres. C'est lui qui va étirer le peloton à chaque fois que c'était nécessaire et qui va permettre de dynamiter les courses. Donc voilà, dans ce rôle-là, il a été omniprésent sur le tour et voilà, moi personnellement, ça m'a procuré beaucoup de plaisir, on va dire, à le voir faire. Et j'espère que j'arriverai à balancer un nom avant que vous ne le Ah, ça va être citiez. compliqué. Il sera il sera plus haut dans mon classement, mais bah, globalement, assez d'accord avec ce que tu as dit. Romain, c'est à ton tour. Alors, j'avais cité Pidcock en 10e, je vais aller vers tout à fait autre chose pour cette 9e place. Je vais citer Harold Martin Lopez, c'est le petit équatorien de chez Astana. Pourquoi je l'ai choisi? C'est une façon aussi quelque part de pointer le travail d'ensemble Hmm. d'Astana qui s'est sauvé. Et qui s'est sauvé, on l'a déjà dit sur le petit plateau, en envoyant finalement les bons coureurs sur les bonnes courses. Et Harold Martin Lopez, c'est vrai que c'est pas un nom ronflant du peloton. Pourtant, c'est une des révélations. Il remporte quand même le Tour de Grèce avec deux podiums sur la course. Le Tour de Turquie, où il fait deuxième avec une victoire d'étape et un podium. Le Tour de Hongrie, il le remporte avec une victoire. Il fait même troisième du Tour de Qinghai en Chine. Ce sont des courses qui sont effectivement secondaires, on va pas se le cacher, même si on a quand même du Pro Tour dedans également. Mais ça montre qu'effectivement, chez Astana, ils ont été drôlement malins en sachant exactement qui envoyer sur quelle course pour Mhm. aller y glaner un maximum de points. Et puis, voilà, c'est un jeune Équatorien qui, malgré tout, a réussi aussi à faire quelques belles places sur les autres grandes courses. Je pense notamment à une 13e place en Catalogne et une 22e place au classement général de la Vuelta, ce qui montre quand même que le gars n'est pas un inconnu dès qu'il arrive sur une course plus relevée. Et puis, c'est aussi une façon d'un petit clin d'œil. Peut-être que
dans ce continent que j'affectionne tout particulièrement de l'Amérique du Sud, eh bien, il montre que l'Équateur aujourd'hui a peut-être dépassé la Colombie voisine dans la hiérarchie sud-américaine du cyclisme. Ah non, je n'aurais pas. Encore merci, Voilà. donc Romain, à chaque tour, je vais te dire merci. Non, moi en numéro 9, je suis moins original, moins exotique et finalement dans la continuité, j'ai failli tricher en mettant les trois ensemble, puis je me dis non, ils vont m'en vouloir quand même, je triche tout le temps. Donc tant pis, j'ai mis un point à part pour lui. En numéro 9, j'ai mis Ben Illy. Alors, un peu comme pour des Pidcock ou des Pedersen, on pourrait me dire, ouais, mais Ben Illy, on connaît quand même un peu le gars. Ouais, on le connaît. Il sortait d'une saison l'année passée qui était un peu plus décevante. Et je veux dire, même par rapport à 2023, c'est quand même 2023 plus plus, hein, parce que là, il ajoute le classement sur un Tour de France, quoi. C'est ça qui fait un peu basculer le truc. Sinon, il fait une très belle saison, mais il fait du Ben Illy. Mais le mec, il est présent au Stradé en début de saison, il est présent aux mondiaux en fin de saison. Entre les deux, il nous régale, et notamment, donc, j'assiste ce Tour de France où bah, je me rappelle qu'il n'y a que Romain qui croyait en lui disant bon, Ben Illy va peut-être faire son top 10 sur le Tour quand il avait pris le maillot. Alexis et moi, je pense, Alexis, que je dis pas de bêtises, on n'y croyait pas trop. Et il a été solide, quoi, solide en échappée, solide à la pédale. Et puis il nous régale. Bon, ça on le sait, c'est pas une surprise, mais ça participe au fait que j'ai envie de lui mettre une mention quand il la mérite parce que le gars, c'est un plaisir pour le vélo, quoi. Bon. Alexis avait prédit qu'il prendrait le jaune, hein, si tu te Ouais. rappelles bien. Oui, ça Lors oui. de la présentation du Tour de France, Alexis nous avait dit Ben Illy sur l'étape, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que ça devait Ben être l'étape O'Connor et Ben de. Illy, il Ouais. avait cité les deux, si je Ben me O'Connor rappelle n'est pas bien. passé si loin, mais c'est vrai que j'avais dit ça, mais je n'avais pas prédit qu'il garderait son top 10. Donc peut-être qu'il sera dans mon top, on verra, hein. Hein. Ben justement, à toi la parole, ton huitième homme. Voilà. Bon, la huitième place, bah, c'était un petit peu le risque, hein, qu'on ait beaucoup de noms voilà, qui soient les mêmes. Ici, j'espère que vous l'aurez pas celui-là, mais avec vous deux, on sait jamais. Ah, Parce que c'est un coureur qui rentre peut-être pas dans la définition de ce top et qui en soi prend moins de points ici que l'année dernière. Mais c'est un coureur que j'adore et c'est Tom Skins, voilà, qui encore une fois été incroyable sur les championnats. C'est un coureur plein d'abnégation, plein de résilience et qui est relativement poids lourd. Et pourtant, il va faire cinquième des mondiaux, cinquième des championnats d'Europe, où à la fin, il vient coiffer Ayuso. J'étais bouche bée. 1 kilomètre de plus et il dépassait Scaroni. 20 kilomètres de plus, peut-être qu'il allait dépasser Sexas, qui sait. Donc voilà, moi, il m'a encore une fois impressionné. Je l'adore. Et avec le départ de Stuyven de chez Lidl Trek, j'ai vraiment hâte de voir s'il va prendre un peu de galon sur les Flandriennes l'année prochaine, voir ce qu'il est capable de faire, même s'il n'est plus si jeune que ça. Romain. Alors, je vais citer un coureur qu'on a déjà cité, c'est Nicolas Prodhomme. Bon, voilà, je le mettais Ok. effectivement numéro 8. Je ne vais pas revenir sur ce que Alexis a déjà dit, parce qu'effectivement, il y a eu un déclic où après, c'est du grand Prodhomme qu'on a vu. Je vais juste dire deux choses. La première, c'est que selon moi, il va gagner l'étape reine du Giro de cette année-ci. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un certain parallélisme avec Valentin Paré-Peintre la saison précédente. C'est-à-dire ce jeu plus si jeune finalement, mais ce grimpeur français qu'il faut avouer que peu de monde attendait finalement et qui s'illustre. Je voulais juste encore préciser que au-delà de ses résultats, c'est un gars qui sent les échappées. Si on se réfère à ses stats sur PCS, il est parti 10 fois en échappée. 6 de ces échappées sont allées au bout et 2 fois c'est lui qui a gagné puisqu'il y avait donc cette étape du Giro, mais également la Poly-Normande qu'il a remportée en partant à l'attaque. Donc voilà, chapeau pour Prodhomme qui est un grimpeur mais qui s'est aussi gagné sur d'autres profils et qui, surtout qui sent la course et c'est ce genre de coureur qu'on apprécie parce que c'est eux qui animent finalement nos après-midi passés devant l'écran pardon, ou en bord de route. Écoute, je crois qu'on va faire plaisir à nos voisins, décidément, parce qu'on va rester en France pour mon Ah. huitième nom. Alors, c'est pas de la triche, vous me connaissez un peu, j'aime bien prendre le contre-pied, donc vous voyez directement peut-être où je vais en venir. Moi, je vais mettre en huitième position Pauline Ferrand-Prévot. Euh, Pauline Ferrand-Prévot. Pourquoi? Alors, à la fois pourquoi et à la fois pourquoi alors que huitième? Alors, on peut entendre les deux. Pourquoi que huitième? Parce que bah, y a rien à faire. On connaît tout le talent. On savait que c'est une fille qui a dominé plusieurs disciplines, donc le talent, il était là. Ce qui fait que je peux pas mettre Pauline
non plus très 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 haut dans le classement en termes de surprise. Après, pour moi, elle rentre quand même totalement dans la définition parce que bah, c'est quand même pas la favorite hein, pour faire la saison qu'elle fait. Moi, elle m'éblouit dès l'Estradé. Si elle chute pas, peut-être qu'elle va déjà les gagner. Elle était offensive et tout. Elle prend un pavé à Roubaix et elle vient écraser le Tour. Franchement, malgré tout le talent qu'on lui connaissait, c'est sur plein de terrains différents. Est-ce qu'on aurait vraiment cru que la Française allait faire ça? Je crois pas. Donc, ouais, voilà, pour moi, vraie bonne surprise que Pauline Ferrand-Prévot. Bah, écoute, je vais te chipper la parole pour la suite alors, parce que je fais tricher moi aussi. Mais non. On sait bien que dans le petit plateau, on triche beaucoup. Je vais ajouter un nom que je n'avais pas du tout mis, mais puisque tu élargis au cyclisme féminin, j'ai envie de parler de Kim Lecourt-Piénard. Euh, donc, bah, voilà, vainqueur à Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, mais également maillot jaune sur le Tour de France Femmes pendant un petit bout de temps. Et on l'a vu se battre pour son maillot qu'elle a finalement gardé peut-être plus longtemps que ce qu'on avait pu imaginer. Euh, voilà, représentant de l'île Maurice, hein, faut-il le dire, c'est pas forcément le pays dont on parle le plus quand on parle de vélo. Mais donc voilà, ça me permet, de façon très franche, j'avais mis Benny en réalité en Ah ouais. numéro 7. Mais voilà, j'avais envie du coup de moi aussi tricher, ce sera mon petit joker de cette émission. Pour bah, citer simplement effectivement Kim Lecourt, parce que je ne pensais pas au départ qu'on allait évoquer le cyclisme féminin, mais j'aurais dû le savoir, Ah ouais, sachant moi, je que sais plus. Damien allait nous Mais sortir un truc pareil. avant de donner la parole à Alexis, du coup, pour son septième nom, pour clore déjà, parce que je pense qu'on arrêtera là avec le cyclisme féminin, du coup, fatalement, Kim Lecourt était dans ma sélection et dans mes noms à citer en bonus, on va dire, tout comme Marlène Ressort. Voilà, je ne vais pas Hmm. m'étendre, mais Marlène Ressort m'a quand même bien aussi étonné cette année, quoi. Alexis, après cette petite parenthèse féminine, ton septième nom. Bah écoute, ça va être très court. Moi, mon septième nom, c'était Tom Pitcock. Mhm. Je vais pas trop m'attarder parce que Romain, tu as déjà tout expliqué. Pourquoi est-ce que je l'ai mis plus haut que toi? Bah, peut-être parce que je suis le premier à dire que je ne crois pas en lui sur un grand tour et qu'il m'a cloué le bec. Mhm. Donc voilà, même si bon, voilà, il y a des choses à relativiser, je vous invite à, si vous voulez, écouter notre débrief de la Vuelta hein, pour entendre nos arguments là-dessus. Mais voilà, il fait un podium de grand tour et en plus de ça, bah, tu l'as dit, Romain, sa saison est vraiment très bonne, d'Estrade jusqu'à Lombardie, donc du tout au tout. Mhm. Assez d'accord, fatalement, puisqu'on en avait déjà parlé. Donc, mon numéro 7 à moi. Alors, je sais pas. Ah, ça, je suis vraiment curieux de voir si vous l'avez très haut, si vous l'avez pas, si ça va être Florian Lipowitz. Mhm. Je savais pas où le mettre. Je savais pas si je devais le mettre. Je savais pas si je devais le mettre deuxième, troisième. Enfin, c'était vraiment compliqué. En fait, le truc, c'est que Florian Lipowitz, on connaissait le potentiel. Franchement, il avait déjà montré. De là à dire qu'il allait confirmer ce potentiel avec ces résultats-là, il y avait qu'un pas. Mais surtout, 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 moi, c'est plus que les résultats bruts, c'est les écarts. Et quand je parle écart, c'est pas écart de temps, c'est dans la hiérarchie. Ce gars s'est montré troisième homme, mais très clairement derrière Mhm. Pogacar et Vingegaard. Et pour vous dire à quel point très clairement, certainement que c'est moi qui me suis emballé parce que, bah, comme nous tous, on veut peut-être du suspense et du changement à un moment donné dans la hiérarchie. Moi, j'ai cru en voyant le Dauphiné, je me dis, mais est-ce que ce Lipovic-là, il n'est pas capable d'aller à un moment donné rouler avec Vingegaard? S'il n'est pas capable de l'accrocher? Et rien que le fait que ça me passe en tête, je me dis, bah putain, le gars quand même, sacré, pas révélation, mais sacré belle surprise, quoi. Donc pour ça, je mets Lipovitz. Et du coup, de nouveau, je triche en citant un nom, mais qui va pas y être. Et juste pour expliquer, euh, je mets pas Oscar Only, qui aurait pu, hein, parce que c'est très bien aussi. Mais parce que euh, si je vois le top 10 du tour, par exemple, ça me hype moins Only parce qu'il m'a semblé pas survivre, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas l'impression que Only l'année prochaine refera au top 10. Enfin, en tout cas, dans la hiérarchie, j'ai pas l'impression qu'il est très haut. On verra bien quand il y aura une grosse concurrence. Tandis que Lipovic, même avec une grosse concurrence, pour moi, il est très haut et il sera très haut, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré l'Allemand dans ce classement. Je propose que, puisque Romain a interverti d'office, on va le laisser. Du coup, on garde cet ordre-là maintenant. Romain, ton sixième nom. C'est une des vraies révélations en ce qui me concerne de la saison. Je ne vais pas dire que je ne le connaissais absolument pas. J'avais déjà vu son nom par le passé. C'est un Slovaque. C'est Lukas Kubis.
Lucas Ouais. Koubis, c'est un sprinter, pour ceux qui ne suivent pas finalement le cyclisme en dehors du World Tour, c'est un cyclisme qui a fait la pluie et le beau temps chez Unibet, vous savez, les Rockets de Bas Tietema. C'est un coureur qui a réalisé énormément je veux dire de placettes cette année-ci. J'avais noté ça, je pense que voilà, c'est 28 top 10 sur la saison, sans parler de ces championnats nationaux où il fait 1 et 2. Il faut dire que les Slovaques, on n'en voit pas beaucoup. Mais donc voilà, il a une victoire au collet Aglo-Tour, c'est une 1.1. Et puis, bah, c'est vrai que la plupart du temps, il a fait ses résultats sur effectivement des courses plutôt point 1, point 2. Il n'empêche, on l'a quand même vu sur d'autres courses. Rappelez-vous le week-end d'ouverture sur les Flandriennes, où il fait 6e du Nieuwsblad et encore 9e de Kuurne le lendemain. Donc ça montrait déjà effectivement tout le potentiel que ce gars venu, entre guillemets, de nulle part, en tout cas venu de la Conti, pouvait offrir. Pardon. Et il faut voir. Il faut voir dans quelle mesure il n'a pas réussi à décrocher une invitation pour son équipe au prochain Tour de France. Ce serait absolument dingue. Mais il faut quand même pas oublier deux choses. La première, c'est que Unibet roule sur pavillon français. Et dans les invitations, on sait que Cofidis, Tudor et Q36.5 auront donc les invitations automatiques. Il y aura encore 2 places à aller chercher. Total Energy, très certainement pour la première. Et la seconde, il serait quelque part, entre guillemets, logique de voir le Tour de France sélectionner une équipe française, puisque Arkea n'existe plus. C'est la dernière équipe française disponible au niveau du Pro Tour. Et donc, pourquoi pas voir ces Unibet, cette équipe qui est assez folklorique, hein, il faut le dire. Mhm. Depuis leur création, la personne Bas Tietema, hein, c'est le Tour of Tietema, hein, c'est vraiment quelqu'un qui allait mettre l'ambiance sur les bords du Tour de France. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Et donc, bah, jusqu'au maillot, voilà, aux coureurs qui composent cette équipe, c'est quelque chose, c'est un patchwork en fait assez dingue. Et Koubis en a été vraiment le porte-étendard sur cette saison. Et je trouve que ça méritait de mettre ce cours en avant, dont on n'a peut-être pratiquement pas parlé, si ce n'est peut-être même pas cité de la saison, et qui fait une saison en tout point remarquable en réalité. Ouais. On ne le cite pas beaucoup parce que Gérard Bullens le fait beaucoup. Lui Ah, c'est un des coureurs qui aime bien. Il était dans ma présélection élargie, on va dire. Koubis. Ma présélection élargie qui comportait Alexis sans doute, avec tous les coureurs que j'aime, une centaine de noms. Donc, Voilà. non, j'exagère, pas une centaine de noms. Je sais plus combien je vous ai dit, 30 noms, on va dire quelque chose comme ça. Ouais. Alexis, Eh ton ben, 6e nom. mon sixième, c'est un corps qui a été cité, mais pas dans votre top. C'est Only. Ah Pourquoi ouais. est-ce que je le ah, mets si haut? Ben parce que, en effet, je suis d'accord avec toi, Damien. L'année prochaine, je ne le vois pas faire une performance pareille. Mais c'est justement pour ça que je le mets là. Parce que pour moi, dans ce que j'imagine d'un top 5 du Tour de France, il n'a rien à faire là. Et comme cet épisode, c'était révélation, surprise, voilà, Mhm, c'était mhm. assez large. Ben moi, c'est une immense surprise, en fait. C'est une très grosse surprise. Donc, je le mets à la sixième place parce qu'il m'a bluffé. Et alors pour le Tour de France, hors top 3, j'avais beaucoup de noms dans ma shortlist, mais si je devais tous les donner, la moitié de mon top y passe. Donc il y a quelques noms voilà, que j'ai dû laisser tomber. Et sans les citer, il y en a deux que je voulais absolument mettre dans mon top. Et pour l'un d'eux, je compte sur toi, Damien, parce que je pense que tu vas en parler. Et pour l'autre, je compte sur toi, Romain, parce que je pense que tu vas en parler. Donc là, les auditeurs, je m'adresse à vous. Si votre chouchou du Tour de France n'est pas cité aujourd'hui et que vous êtes fâchés, ben, vous vous adressez à Romain et Damien. ah. Eh ben, j'ai bien peur qu'il soit fâché sur moi. Ouais. Ah, toi aussi, ben voilà, écoute, c'est mal. Bon, tu les citeras quand même à la fin, Alexis, Bah du oui, coup, bien hein, parce sûr. qu'on peut pas se fâcher avec nos auditeurs. En numéro 6, je vais pas être long. J'ai Victor Kampenaerts. Victor Kampenaerts, bah, Alexis, tu l'as dit. Moi, je rajouterais. En fait, on a. Enfin, moi, en tout cas, je dis on, mais peut-être que je suis le seul au monde, mais j'ai envie parfois, parce que c'est aussi des équipes rivales, de faire un petit parallèle avec Waylands. Sauf que moi, ça me Ouais, surprend plus de voir ce que Campenars est capable de faire. Je dis pas que Campenars fait plus fort que Waylands, ça c'est pas du tout ce que je dis. Mais sur le profil des coureurs, je suis plus étonné par ouais. Campenars que par Waylands. Et bah voilà, je vais pas rajouter mille choses à ce que tu as dit. Il m'a vraiment bluffé, notamment sur le tour. Et voilà, et donc ouais, il méritait clairement, je sais pas s'il est trop haut, mais il méritait d'être dans les 10.
J'ai eu la même réflexion que toi pour Wellens, hein, j'y ai pensé aussi, mais en effet, bah, j'étais plus surpris par Campanat. Mhm, mhm. Cinquième place, on entre dans tout doucement, pas encore dans le money time, mais dans les places vraiment intéressantes. Romain, dis-nous. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais citer dès maintenant Paul Magnier. Euh, en fait, c'est toute la difficulté de cet exercice, c'est que il faut déjà effectivement réussir à ne sélectionner que 10 noms, et il faut encore en plus réussir à les mettre Ouais. par ordre. C'est un exercice qui est très subjectif, et donc je pense que Paul Magnier pourrait être numéro un sans. Enfin, c'est un candidat franchement Ouais. pour le top 1. Mais pourquoi il arrive si bas? Parce que voilà, j'expliquerai après pour les autres que j'ai mis plus haut. Mais voilà, c'est un coureur qui a fait une superbe saison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser en parler parce que vous l'avez certainement mis plus haut que moi et donc ça veut dire que vous aurez envie d'en parler davantage que moi. Je vais juste dire un petit truc et c'est pas pour lui faire de l'ombre, mais simplement le fait que, c'est pour ça que je l'ai mis en fait un peu plus bas, c'est qu'il a fait des très bons résultats, c'est vrai tout au long de l'année, mais il y a cette fantastique fin de saison où il vient gagner tous les sprints auxquels il a participé. Je pense que c'est 14 victoires en 18 jours de course, je pense, sur septembre-octobre. Si on enlève ces 2 mois-là, je pense qu'il est à sa place. Mais donc voilà, je vous laisserai en parler sans doute plus en avant tout à l'heure. Mais je ne sais pas si Alexis l'a mis plus haut parce qu'il a rigolé. Je me suis Oui, dit, tiens, Alexis l'a mis à la même place, hein. non, oui, exactement. Encore une fois, ce sera à toi, Damien, de, de plus encenser Manier. Non, je l'ai mis cinquième aussi. Ah, ben voilà. Ben, écoute, j'ai adoré Manier, mais parce que je lui laisse la possibilité d'être sur le podium l'année prochaine, en fait. Parce que, en effet, une grosse partie de sa saison vient de la fin de saison, on va dire. Enfin, beaucoup de ses victoires viennent de la fin de saison face à une concurrence un petit peu moindre, ce qui ne l'a pas empêché d'être super fort sur certaines classiques, notamment à l'Omloop. Mais voilà, pour moi, j'attends de voir encore un petit peu plus. J'attends énormément de lui, mais c'est un compliment, hein. Il m'a tellement frappé que j'attends beaucoup de lui. Et voilà, en effet, s'il veut figurer dans ce top extrêmement prestigieux l'année prochaine, il devra briller sur les Flandriennes, surtout des classiques, et pas que, voilà, pas uniquement faire des top 20, hein. Et je l'attends vraiment, vraiment sur des courses comme Game ou autre, faire des podiums. Vous savez quoi, les amis? Le petit plateau, c'est quand même quelque chose. On s'est quand même bien trouvé, parce qu'en cinquième, j'ai Non. Paul Magnier. Allez, excellent. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est, bah, Alexis, tu l'as un peu évoqué, par exemple, le Newsblad. Si ce n'est qu'à la limite, je suis plus épaté par les courses qu'il n'a pas gagnées que par celles qu'il a Ouais. gagnées. Par exemple, la Figuera classique, c'est pas une grande course, hein, mais quand je vois l'opposition, la difficulté aussi, où il faut du punch, ça, à la limite, je suis plus impressionné par une deuxième place là-dessus que par ses victoires en Croatie, en Tchèque, en Chine, enfin voilà, enfin, voilà. J'allais dire sans diminuer ces courses-là, mais si, en vrai, je vais les diminuer un petit peu. On sait que c'est pas la même concurrence. Euh, Ouais, moi j'ai envie de dire, en fait, j'ai noté aussi sur ma feuille, j'avais juste mis Deli, 3 petits points, voilà, pour me mettre un marqueur, c'est-à-dire la première saison de Deli, sauf que Deli aurait certainement été plus haut à l'époque si on avait fait ce genre d'exercice, peut-être parce qu'il y avait moins de gars qui avaient explosé, mais aussi parce que Deli, c'était sa première saison pro et on l'attendait, mais pas. Ici, Magnier, on a quand même déjà l'année passée vu un peu qu'il y avait du talent chez le garçon. Et donc, cinquième, c'est très bien, hein. On pouvait pas s'attendre à ce que ce soit à ce point cette saison. Mais on avait un petit indice, ce qui fait qu'il n'est pas plus haut. Et d'autant plus, on va en parler, mais moi, mon top 3 déjà, il était verrouillé. Donc, au mieux, il pouvait prétendre à la quatrième place. Bah voilà, ça s'est pas joué à grand-chose, mais il ne le sera pas. Et partons donc sur la quatrième place. Romain. Donc, je l'ai dit juste avant, c'est un exercice qui est fort subjectif. Et donc, j'ai choisi quelqu'un qui peut-être ne mérite pas d'être aussi haut, mais j'avais vraiment à cœur de le dire, c'est Egan Bernal. Euh, c'est un coureur, c'est franchement une très grosse surprise en ce qui me concerne de le voir cette saison, tant sur la façon dont il a couru sa saison que sur les résultats qu'il est allé chercher. Faut quand même pas oublier que le mec s'est mangé un bus à pleine vitesse en descente de col en 2023, saison blanche du coup, pour ne pas dire saison noire. 2024, il revient et se rend compte du gap qu'il va encore devoir franchir pour retrouver un niveau correct. Et quand il annonce qu'en 2025, il va essayer de faire d'aller jouer la gagne sur la Vuelta, je pense. Je ne vais pas dire qu'on se moque parce que jamais je ne me moquerai de Bernal, mais on se dit, ben non, si tu arrives déjà à rentrer une fois dans le top 10, ça va être bien.
Et il l'a fait, et de quelle manière sur le Giro. Si on a eu un Giro qui était à ce point, je ne vais pas dire enivrant, mais qui était à ce point intéressant à suivre, c'est surtout grâce à Bernal. C'est souvent lui qui a lancé les hostilités, jamais dans le dernier col, toujours l'avant-dernier, voire même encore avant. Il a couru de façon ultra offensive, presque naïve, pour quelqu'un qui, alors, n'a pas tout gagné dans le cyclisme, c'est vrai, mais qui a déjà gagné un Tour de France, qui a déjà gagné un Giro, et qui ici, je pense, je peux me tromper, mais prend plaisir à chaque fois qu'il chausse ses chaussures et qu'il enfourne pardon, son vélo. Et donc, voilà, c'est l'abnégation ici, en fait, finalement, du Colombien que j'avais envie de saluer. Je pouvais quand même pas le mettre sur le podium. Mais donc, voilà, je voulais mettre le plus haut possible. Et donc, je trouve qu'à une 4e place, en ce qui me concerne, c'est un bel hommage ici que je voulais lui rendre. Alors, on Allez. s'est promis de pas trop réagir. Là, je veux quand même l'avis d'Alexis parce que, alors, certainement que mes attentes, moi, sont trop hautes en ce qui concerne Bernal. Franchement, je l'aurais pas mis en déception, mais si je l'aurais mis neutre, et si j'avais dû choisir, alors on parle en résultat brut, je suis d'accord avec toi sur toutes les émotions qu'il donne, sur le coureur formidable, l'offensif, qui a vraiment, le Giro, c'était incroyable. Mais je sais pas, tu sais, l'année passée, toi et moi, on était, ouais, comme cette année, dans la Redoute. Et Bernal, il était déjà présent, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et moi, j'ai cru du coup qu'on pouvait attendre un peu plus de Bernal que ce qu'il fait là comme résultat. Donc je ne le mettrai pas en déception, je le mettrai neutre. Mais voilà, je t'avoue, j'ai envie de réagir parce que je m'étonne que tu le mettes si haut dans les bonnes surprises, même si c'est une régalade de le suivre, évidemment. Bah, écoute, c'est très marrant parce que quand j'ai commencé à réfléchir à mon top satisfaction et mon top déception, j'étais quasiment sûr de mettre dans mon top 10 ici l'attitude de Bernal, Hmm. sa façon de courir, et de mettre dans mes déceptions les résultats de Bernal. Puis j'ai été Ah, voir les résultats de Bernal, je me suis dit, bah, c'est pas si mauvais que ça non oui, plus. hein. Non, non. Mais d'un autre côté, je me suis aussi dit, c'est pas assez bon pour les mettre. Ben, encore une fois, c'est une question d'attente. Et Romain, tu as totalement raison de rappeler l'immense blessure qu'il a eue. Donc Mhm. voilà, ça, c'est quelque chose de subjectif. Mais voilà, ces résultats m'ont fait dire que j'avais pas à le mettre non plus dans le top 10. Mais je l'ai mis dans les 5 bonus, petit spoil, dans les 5 bonus que j'ai mis l'attitude de Bernal. Pourquoi? Parce que dans mes bonus, j'ai voulu aussi mettre autre chose que des noms de coureurs, mais aussi, bah voilà, ici, attitude, et pas juste le coureur en lui-même. Donc je l'avais dans mes bonus. Mais en 4e, moi j'ai choisi Ben Illy. Alors, il est beaucoup Ah plus oui. haut que vous. Pourquoi est-ce que je l'ai mis si haut? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'année passée, si je me souviens bien, dans mes déceptions de 2024, j'avais mis Ben Illy. Et donc, comme il nous écoute probablement, il a probablement voulu me répondre. Et il a fait une super saison. Pour moi, il a été incroyable tout du long. Il fait 4e d'Estradé, des super ardennaises avec une 3e place à Liège, euh, une 3e place au Mondiaux, donc c'est-à-dire des bons résultats en début, moitié et en fin de saison. Et en plus de ça, un Tour de France absolument incroyable. Et une attitude à chaque fois aussi hyper offensive, hyper volontaire. Sa médaille de bronze aux mondiaux, elle est hyper méritée parce qu'il n'a pas hésité à collaborer avec Remco. Donc voilà, moi, tant dans les résultats que dans la régularité et dans l'attitude, il m'a vraiment bluffé. Et voilà, c'est un coureur que j'aime beaucoup, que j'attends dans les top 5, mais ici, il a encore été un petit peu plus haut pour aller chercher des top 3 et un maillot jaune sur le Tour. Donc franchement, il m'a bluffé. Et un top 10 sur le Tour de France, franchement. Vas-y, Ouais. Romain. Je me permets de réagir parce que il était donc dans mon top en 7e position, donc je l'ai interverti pour Ouais, y ouais. glisser vite, Kim Yoko. Mais oui, moi, il y a 2 choses que j'avais envie d'ajouter par rapport à ce que Damien dit tout à l'heure et ce que Alexis vient de dire. La première chose, c'est que sur le Tour de France, alors forcément, il y a le maillot. C'est vrai qu'il y a aussi l'étape victorieuse, mais il y a surtout 3 échappées au long cours. Premier, troisième, deuxième. Mhm. Donc, ce mec, on sait bien que quand il part à l'attaque, il écrase les pédales. Et quand il est au top de sa forme, ce qui n'était pas gagné, hein, parce que quand on voit déjà le printemps qu'il fait, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si frais, si fort Mhm. sur le Tour de France, sur 3 semaines en plus, et notamment sur le Mont Ventoux, hein, a priori, c'est pas non plus sa tasse de thé. Donc, le mec m'a vraiment bluffé à ce niveau-là. Et deuxième chose que je voulais dire, et ça a un lien avec ça, c'est cette 3e place, hein, tu l'as mentionné, Alexis, à Kigali. Pour moi, elle est vraiment représentative de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire euh,
un des plus gros moteurs, malgré ce tout petit gabarit, un des plus gros moteurs de cette saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette étape des chemins blancs sur le Tour de France il y a 1 an et demi maintenant, remportée par Turgis, où Jasper Stuyven devait le remporter. Hein, c'était à Merci 3. Romain. Et qui est revenu? C'était Benny Lee. Mais on se disait, mais ce mec ne va jamais gagner au sprint. Qu'est-ce que c'est lui qui fait le taf? Et on a déjà vu ça à plusieurs reprises aussi, notamment sur, je crois que c'était une Flash Brabanson, c'était Dorian Godon qui l'avait coiffé au sprint, mais je pense que Godon a dû sprinter sans les mains assis pour lui mettre 300 mètres. Il y avait une forme de naïveté dans la façon de courir de Illy. Je ne dis pas qu'il a totalement corrigé ça, mais il est en train de le corriger. Et si effectivement, il reste encore jeune, si effectivement il continue à grandir, il continue à se renforcer et à être de plus en plus stratège dans ses échappées, dans ses bons coups, ça va devenir un coureur fantastique. Mhm. Oui, et alors, tant qu'à faire, à réagir sur Benelli, en plus, ce que tu cites dans les échappées, c'est un gars, c'est pas, comment je vais le dire, un roi des échappées où on laisse les échappées aller au bout. Benelli, il tient des échappées alors qu'on voudrait le à fond. reprendre, quoi. Et il est vraiment quand même incroyable. Hein. Mhm. Du coup, quatrième nom, je commence à me dire que vous ne l'aurez pas du tout dans votre top 10. Mais j'ai un petit espoir chez Romain, parce que je pense que Romain nous réserve une belle petite surprise, un bel absent peut-être de ce top 10, je sais pas, on verra. Bref, mon quatrième nom, c'est Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça normal, ce qu'il fait. Et les gars, le gars, il vient de la Bardiani. Oui, il avait montré, il avait été crucifié par Pogacar sur une étape. Là, on parle de classement généraux. Le Giro qui sort, les amis, il était équipier de Roglic pendant une partie. Il va nous chercher, c'est quoi, c'est top 5, top 6, enfin, je ne sais plus exactement, mais une place assez extraordinaire. Il la confirme sur la Vuelta. Pour moi, Pellizzari, c'est une énorme, très belle surprise. Encore une Mhm. fois, évidemment, on connaissait le potentiel du garçon pour des coups ou pour l'avenir. Mais moi, quand je vous dis l'avenir Pellizzari, c'était même pas encore 2026, c'est vraiment l'avenir, quoi. Apprends à ton rythme. Et je suis encore plus étonné, ben, vous l'aurez compris, chez Red Bull Bora, donc par Pellizzari que par Ouais. Lipovic, même si les résultats sont moins probants, certainement, sauf que lui, j'attendais pas du tout ça de lui. Donc voilà, Giulio Pellizzari pour moi en quatrième place. Et là, on arrive dans le Money Time. Ouais. Et là, ça va vraiment être intéressant parce qu'avant de vous écouter, moi, je veux juste dire que j'avais un top 3 hyper verrouillé, mais que je les ai intervertis de position non-stop. Depuis qu'on a pris cette idée, ils sont tous passés en numéro à puis 2, puis 3. J'ai tout changé chaque fois. Et donc, on y va. Romain, qui en troisième position? Tu viens de le citer, mais c'est pas Pellizzari, c'est l'autre, c'est Ah, Lipovic. Donc, ok. je vais pas être très long dessus, mais effectivement, ben, tu viens d'expliquer que ton top 3 était verrouillé. Moi, il n'a pas été. Ça maniait resté très longtemps dans le top 3. Finalement, je l'ai changé par Lipovic. Et c'est vrai que Lipovic, en termes de résultats purs, sort une saison digne de ce qu'un Almeida sortait l'année précédente Mhm. ou un Ayuso ou autre. Et Lipovic, alors on avait vu de belles choses hein, en 2024. On pouvait espérer qu'il fasse quelques bons résultats, mais de là à ce qu'il aille chercher tous ses résultats, et bien évidemment cette troisième place sur le Tour de France, c'était enfin, inespéré, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a bluffé. Et comme tu l'as dit, il y a eu les résultats, mais il y a aussi eu la manière. Et donc, voilà, grosse saison du grimpeur allemand. Et c'est vrai que Pellizzari, j'ai pas pensé, tout simplement. Mais ton explication me convaincrait de le mettre dans les 5 bonus, ce que je n'ai pas fait non plus. Alexis. Ouais, c'est très marrant de s'entendre et de se dire, tiens, moi je, si j'ai pensé ça, j'ai pas pensé ça, etc. Et justement, Damien, tu me dis ton top 3 est verrouillé de chez verrouillé, donc moi ça me fait un peu peur, j'ai l'impression d'avoir oublié un gars et que je vais m'en mordre les doigts après. Euh, et alors pour tout vous dire, moi de base, pour mon troisième, j'avais envie d'un petit peu tricher, puis je l'ai pas fait, je vais quand même le faire à moitié ici, j'avais choisi le pôle classique de chez Bora. Au final, j'ai pas choisi ça, j'ai choisi Lipovitz, comme Romain. Pourquoi j'avais choisi le pôle, pôle Excuse-moi deux grimpeur, secondes, le pardon? pôle grimpeur. Oui, oui, Pôle grimpeur, d'accord. bien sûr, évidemment. Oui. Excusez-moi, j'avais choisi le pôle grimpeur de chez Bora pour pouvoir dire Pellizzari et Lipovitz. Au final, ben, comme Romain, j'ai choisi Lipovitz parce que
les résultats sont plus probants, même si Pellizzari, je suis totalement d'accord avec toi, Damien, il mérite d'être dans ce top 10. Mais voilà, Lipovic, je l'ai choisi parce que c'était quand même une petite claque pour moi, hein. Sur le Dauphiné, il fait troisième. Et moi, je l'ai dit publiquement, je pense, j'ai dit ici et sur Twitter que c'était sûrement un objectif à part pour lui et qu'il était en forme plus tôt que les autres, qu'il allait s'écrouler sur le tour. Ben, il ne l'a pas fait. Et en plus du résultat en lui-même, parce qu'au final, il finit assez loin de Vingegaard et Onlin finit pas si loin que ça de lui, c'est plus dans l'impression visuelle. Comme tu l'as dit, moi, il y a certaines étapes, et sur tout le Dauphiné, où je me suis dit, mais ce gars peut accrocher Vingegaard, c'est incroyable. Donc la progression est assez folle, et s'il continue sur cette lancée, franchement, ça promet pour l'année prochaine avec Remco à ses côtés, quoi. Et alors, tu as raison, c'est marrant de s'écouter les uns les autres parce que je me dis que je ne l'ai pas mis assez haut. En vous écoutant, je me dis, ouais, c'est vrai, alors qu'en plus, tu as un peu le même argumentaire, et c'est vrai que je me dis, Mhm. de te l'entendre dire toi, alors que je dis moi, de dire, on s'est dit, mais ce gars peut accrocher Vingegaard, c'est vrai que c'était quand même complètement dingue, en fait. Sur Ouais, le ouais, à moment, fond. ça m'a quand même, c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué l'année, donc j'aurais pu le mettre plus haut. Ben moi, je vais attaquer avec mon troisième. Et en fait, quand je dis il est verrouillé, et je suis pas si étonné, parce que je sens que c'est le débat, on le sait, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, c'est Isaac Del Toro. Alors, je sais que vous, comme certains autres suiveurs sur certains podcasts, vous allez me dire, ouais, bon, c'est attendu, on sait Del Toro. Mais putain, non, c'est pas attendu. Moi, je voudrais que chacun se replace en début de saison et me dise, oui, oui, bah oui, Del Toro, évidemment, deuxième du Giro en étant en lutte jusqu'au dernier jour. On n'oublie pas que déjà, parce que on retient ça et sa campagne italienne. Ouais, les mondiaux, il est incroyable. La Classica Rennes, en début de saison, il est deuxième. Tout le monde a zappé ce genre de truc. Le Grand Prix d'Émilie, ça fait partie de la campagne italienne, parce qu'on dit oui, les petites poids, Grand Prix d'Émilie, chasse gardée, Roglic, la manière dont il gagne, dont il joue avec les autres, hein. Il laisse partir les autres et puis il prend Pitcock là, il le dépose. On parle de Pitcock, les gars, de Pitcock quoi. Enfin, non, non, pour moi, il est une surprise. On peut pas dire, enfin, je sais pas si le mot surprise ici va vraiment, mais il est incroyable. Il fait mais 1000 fois mieux. Et alors, je voudrais aussi ajouter que sur les poids 1, sur les semis, on peut dire ce qu'on veut sur la concurrence, etc. Mais il faut voir la manière. Ce gars, c'est sa deuxième saison pro, il assume un statut de favori. Il fait la course, c'est un boss en fait. Franchement, c'est petit Pogacar. Et ça, je pense pas qu'on pouvait s'y attendre. À ce qu'il sache déjà assumer et maîtriser à ce point-là. Donc pour moi, je vous dis, je l'ai envisagé en premier. Après, il est quand même très vite descendu en dessous des deux autres parce que c'est vrai qu'il y a quand même une attente au départ. Je vais pas le nier, c'est pas le gars qui sort de nulle part. C'est ça qui fait qu'il peut pas aller titiller les deux premiers, mais je peux pas ne pas mettre Del Toro sur mon podium. Impossible pour moi. Voilà. Intéressant. Je réagirai après l'épisode. Merci. Bah écoute, je vais y aller alors, puisque Vas-y. Del Deuxième Toro, c'est place. mon deuxième. C'est pas vrai. Ah Mais si. j'étais sûr que tu le mettrais pas après même notre dernier épisode. Ça, j'étais sûr que tu le mettrais pas. Alors je sais qu'il vous mettait pas, ça va, mais ok. Non, je mets Isaac Del Toro en 2 parce que, alors s'il gagne le Giro, forcément, il est en 1. C'est impensable autrement, je trouve. Mais en fait, je vais pas rajouter beaucoup de choses par rapport à ce que tu viens de raconter. Euh, je dirais juste que, au-delà, effectivement, des résultats, de la manière, il y a ce côté gamin. Je sais pas si vous vous rappelez, sa première course pro avec UAE, c'était le Tour des Émirats. Et je ne sais plus comment s'appelait cette dernière côte d'une étape en ligne où il s'était laissé redescendre exprès pour forcer, parce que voilà, il s'embêtait. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ovni, ce mec-là. Et puis finalement, comme tous les petits jeunes, des Morgado, des Christen, etc., on s'était dit, tu, là, pour les années à venir, ils ont cherché quelqu'un d'assez costaud si le mec confirme. Il avait montré de très belles choses par après, mais effectivement, il a confirmé euh, sur effectivement, plutôt des points 1, plutôt des points pro. Après, on a quand même vu que sur un Giro, il est capable, il aurait dû gagner, mais il n'a pas gagné parce que c'est encore un gamin, peut-être. Et donc, le jour où ce ne sera plus un gamin, il sera peut-être plus fort que Pogacar à la rigueur. Honnêtement, on n'en sait rien, mais on est en droit de se poser la question par rapport à ce qu'on a vu cette saison-ci. Euh, et je vais citer des Morgado, des Christen, qui sont des mecs qui ont été assez impressionnants depuis 2 ans aussi, mais il est des années-lumière au-dessus. Donc voilà, moi je trouve que dans le top 3, c'était une évidence.
J'ai longtemps hésité à le mettre numéro un et en fait, j'avais pas envie de le mettre numéro un parce qu'il n'a pas gagné le Giro et je lui en veux d'avoir fait cette énorme erreur, toujours selon moi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais dans le col du Finestré, même si effectivement, hein, il a eu entre le moment où on a fait cet épisode et le moment Mm. où on fait celui-ci, il a eu une interview dans laquelle voilà, il laissait entendre qu'il aurait pu avoir les jambes, mais que d'un autre côté, il savait qu'une fois que c'était que Yates était revenu sur lui, c'était foutu pour le général. Donc voilà, à voir. Ouais. On n'en sait pas vraiment plus. Je vais donner la parole à Alexis parce que du coup, je suis presque sûr qu'Alexis l'a mis deuxième parce qu'il rigolait et tout ça pendant que je parlais. Enfin bref, on verra bien ce qu'il va en dire. Euh, En fait, je me suis tellement emballé parce que je voulais à tout prix vous convaincre, parce que j'étais persuadé que vous ne l'auriez pas, que j'ai même oublié deux, trois trucs que je voulais dire. Et un truc surtout que je veux dire avant de passer la parole à Alexis, c'est quand je dis replaçons-nous en début de saison, en dehors de citer tous les résultats, c'est la place qu'il a maintenant dans la hiérarchie mondiale. Bien sûr. Vraiment, voilà, encore par exemple, j'ai parlé des mondiaux, mais encore on le voit sur le Lombardie. La place qu'il a vraiment dans la hiérarchie mondiale, qui aurait pu imaginer ça? Et voilà, et du coup, j'en dis pas trop pour si Alexis veut en rajouter, je ne sais pas. Alexis, ton deuxième homme, ou ce sera peut-être le premier, j'en sais rien après tout. Ouais, Donc, ça tombe mal, mais je vais vous choquer, hein. Vous êtes vas-y, choqué, Damien, parce que mon vas-y. deuxième homme, c'est pas Isaac Del Toro, c'est Non, ce sera le Arnaud premier. Delis. C'est Arnaud Waouh! Delis, moi, mon deuxième. Pourquoi? Parce que Ah, c'est pas une satisfaction de saison, vraiment pas. Mais comme, encore une fois, l'interprétation est large, c'est une joie immense de fin de saison. Arnaud Delis, il n'est pas dans mes satisfactions, mais je veux dire, je m'y attendais tellement plus, j'étais Mhm, dépité au printemps, que en fait, si, c'est une surprise, c'est une mhm. satisfaction, c'est un bonheur. C'est même au-dessus, tu vois, parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est voilà, on devait s'attendre à ce que Arnaud n'aime plus le vélo. Et on en a Mhm. parlé dans notre épisode bilan 2025, on ne va pas trop se répéter, mais je peux qu'espérer qu'il ait trouvé la formule pour garder le plaisir sur le vélo. Et s'il prend du plaisir, ben, il va continuer à nous en donner plein. Et voilà, moi, j'avais envie de mettre ce bonheur retrouvé d'Arnaud Delis en valeur et je l'ai mis deuxième parce que c'est l'affect, c'est le cœur, mais c'est comme ça. Alors, c'est un angle très intéressant. Est-ce que je peux juste te reprocher quelque chose? Bien sûr. C'est que dans un même épisode, tu dis, ouais, l'année passée, j'avais mis Ben Illy dans les mauvaises, donc dans les déceptions. Comme ça, il cartonne l'année après parce qu'il m'écoute. Tu mets Arnaud Delis dans les bonnes déceptions, dans les bonnes surprises. J'aurais préféré que tu le mettes numéro 1 des déceptions pour qu'il nous gagne à Paris-Roubaix l'année prochaine. Mais en dehors de ça, un angle très Attends, intéressant. je peux mettre son printemps en déception, hein, Ah, t'inquiète. je compte sur toi, je compte sur toi. Bon, ben, je vais y aller pour ma deuxième place. Je suis resté beaucoup plus sobre. Et alors là, alors, du coup, je pense que vous l'avez mis au cas des deux. Ou alors, vous avez oublié mon numéro 1, ce qui m'étonnerait, vous connaissant. Et donc, à mon avis, vous allez me contredire. Mais quand même, pas dans le top 10, je sais pas. Paul Sexas. Paul Sexas, je vais énerver certains de nos suiveurs, je vais faire plaisir à certains de nos suiveurs. Alors, je vais expliquer pourquoi Paul Sexas, parce que je sens déjà dans les commentaires certains qui vont me dire ouais, mais c'est pas non plus une si bonne surprise, il est annoncé comme un crack, et puis bon, aussi, il n'a pas fait une saison complète, blablabla. Oui, il est annoncé comme un crack. Alors là, par contre, je vais peut-être me mettre les Français à dos. Il est annoncé comme un crack par les Français qui nous ont vendu 1000 cracks. À un moment donné, les attentes réelles envers un gamin de 18 ans qui vient des juniors, qui n'est pas passé par les espoirs, moi, j'avais pas les attentes peut-être que certains fans français avaient. Donc moi, je me base sur mes attentes à moi. Et sur mes attentes à moi, le gars, c'est que la Marseillaise, hein, mais il commence sa première course, il va à l'attaque, il fait encore, ils sont repris, il fait un sprint où il termine cinquième alors qu'il a fait des kilomètres là à faire des efforts de ça. Je dis pas mal, ça reste pas mal, ça n'aurait pas valu un top 10. Ouais, mais les gars, en fait, ces résultats derrière, c'est pas des accidents parce que ça se répète et c'est dû à rien. On voit bien que c'est sa place déjà, maintenant, dans une hiérarchie. Ce mec a réussi à être top 10 d'un Dauphiné, à faire des mondiaux incroyables. Il fait 13e, mais pour moi, vu que c'était, enfin, la manière dont ça a été couru par les Français, plus le fait qu'on parle d'une distance absolument incroyable pour un comme lui, l'année prochaine, déjà, il est déjà top 10 à mon avis sur ce genre de truc. Il va faire son podium aux Europes. En Lombardie, il confirme. Donc, ce garçon, comme ça, d'un coup, en venant des juniors, se crée une place. Alors, c'est difficile de dire top 10 mondial parce que, évidemment, bah, c'est pas, on met pas Van der Poel sur un tel parcours et tout ça. Donc, avec les spécificités, c'est difficile. Mais dans son registre, il n'est pas prêt à battre Pogacar, etc. Mais il est déjà parmi des tout meilleurs derrière, on va dire, Pogacar Remco, quoi. Je dis pas que c'est le troisième homme, hein,
mais il est là dans la bagarre pour être le troisième homme avec des Del Toro et des mecs comme ça sur certains parcours. Et franchement, on peut me dire tout ce qu'on veut qu'il était annoncé. Pour moi, non, c'est énorme surprise de tels résultats pour une première saison. Et donc là, s'il y a des accords, n'hésitez pas. Des accords ou des accords, c'est comme vous voulez. Je vais laisser Alexis réagir d'abord. Non, je ne suis pas du tout en désaccord. Et d'ailleurs, en effet, il n'est pas dans mon top 10. Mais rappelez-vous, j'ai triché au tout début. J'ai dit qu'il méritait totalement d'être dans le top 10. Mais pour pouvoir citer Prud'homme, parce que c'est quelqu'un qu'on citera Mhm. probablement pas les années prochaines, alors qu'on citera dans le petit plateau l'année prochaine, on va citer Paul Sexas une dizaine de fois, Prud'homme probablement zéro. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai voulu. Voilà, en fait, c'était un petit clin d'œil à ce qui s'est passé autour des Alpes. Mhm, mhm. Mais évidemment, Sexas mérite d'être dans le top 10, assez bien classé. Et je l'aurais pas mis premier. Pourquoi? Parce que vous ne seriez jamais douté que j'allais faire ça, mais moi j'ai mis Del Toro premier. J'ai mis Ah Zach oui. Del Toro premier, oui, parce que. Oh Mais là là, lui, il était là, j'ai attendu. un oubli incroyable là, alors. Pour toi, bah, c'est pas un oubli, c'est un choix, je suppose. Mais vas-y, pardon. Bah, Vas-y. on verra. En effet, j'ai peut-être oublié quelqu'un, on en parlera. Mais ouais, je pense que je sais qui, mais c'est pas Oui. grave. Et Del Toro, bah, je crois que j'ai pas besoin d'argumenter, vous l'avez dit. Moi, on avait des attentes, c'était un crack, mais pas à ce point-là, jamais de la vie. Si en début de saison, tu me dis, ce gars-là va gagner, va faire un automne pareil, il va faire deuxième dans le Giro qu'il aurait pu gagner, il accompagne Van Aert sur les chemins blancs, et a priori, il est peut-être même meilleur que lui sur ces chemins-là. Il est grosso modo top 5 mondial, un peu comme tu disais pour Texas sur les mondiaux et en Lombardie, etc. En début de saison, tu me dis ça, mais moi je suis dégoûté. Je Mhm. te dis, mais arrête, c'est pas possible, j'en ai marre du AE, etc. Tu vois, je suis dégoûté. Voilà, donc non, j'aurais été ultra choqué qu'on m'annonce ça, tu vois. Donc moi, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il fasse une saison pareille. Donc premier, ouais, pour moi, c'était limite évident. Pour moi, Comment hein, je me pour retrouve? mon ressenti à moi. Alors j'ai voulu réagir quand tu as dit on parlera plein de fois de Texas. Oui, certainement qu'on parlera plein de fois de Texas pendant la saison. Et je pensais que tu allais dire dans les tops parce que moi je veux le mettre maintenant parce que ce sera trop tard. L'année prochaine, mes attentes elles sont trop hautes. Il pourra plus Oui, rentrer oui. dans ce genre de classement. Je pense à moi de vraiment faire un truc Mhm. fou. Mais donc j'allais dire oui, je suis dégoûté. Dans nous trois, c'est moi qui mets Del Toro le plus bas. Ça part en couille cet épisode. Et attends, Mais parce Romain, que oui. non seulement c'est toi qui me mets d'être au plus bas, mais t'es le seul à mettre Sexton top 10, parce que je ne l'ai pas mis non plus. Eh, putain, mais ça c'est fou, quoi. En Bah, fait, peut-être expliquer, je me suis un peu reconnu dans ta critique, Mhm, mhm, dans la mesure où effectivement, on en a tellement fait, peut-être que j'en ai trop attendu. mhm. Toujours est-il que la seule course où je l'ai vu vraiment virevoltant, c'est les chronos autour de l'avenir. Ouais. Il est battu par Widar dès que c'était en course en ligne. Euh, Non, maintenant, voilà, je dis ça de façon un peu provocatrice. Non, bien sûr, il fait une terrible saison en tant que junior, euh, mais est-ce que cette saison... En fait, là où j'ai vraiment été bluffé, c'est que quand il fait sa huitième place au classement général sur le Critérium Dauphiné, on se dit, oh, effectivement, c'est quand même costaud, huitième dès les juniors. Ouais, donc le crack qu'on nous a vendu, il existe vraiment. Parce que jusque-là, il a fait des belles places d'honneur aussi, mais il a déjà très peu couru. Mhm. Et il n'a pas été, par exemple, plus impressionnant qu'un Grégoire quand il est passé pro, pour reprendre un exemple aussi, dans les Français qui montent, alors, dans un autre registre, mais enfin. Mhm. Et donc, j'attendais en fait de voir plus. Et ce plus, je l'ai vu effectivement sur les chemins du monde en ligne, où effectivement, le fait déjà d'aller trop au bout, c'était assez remarquable. Euh, j'ai pas vu, et ça joue peut-être sur mon ressenti, j'ai pas vu les championnats d'Europe. Donc, il fait troisième, magnifique, médaille, Renardi, mais j'ai pas vu la course, donc je ne sais pas ce que ça valait. Il est Euh, incroyable. Franchement, et sur l'Europe, il est incroyable. voilà. Et finalement, le résultat qui m'impressionne le plus, bah, c'est cette septième place autour de Lombardie pour clôturer sa saison, parce que ça montre quand même que le gars, même en fin de saison, après avoir peu couru, c'est vrai, mais il était encore là. On parle d'un mec de 19 ans. Donc, c'est clair que c'est pas une révélation. On a tellement parlé, je répète que c'est pas une révélation. Mais oui, il devrait être dans le top 10. Mais voilà, j'avais envie de parler d'autres coureurs que lui.
Et je peux te rejoindre un petit peu dans la mesure où c'est vrai que l'année prochaine, dans un projet où tout va tourner autour de lui, hein, en tout cas c'est comme ça que c'est annoncé, en tout cas pour les courses à étapes, il va être obligé d'aller chercher des résultats parce qu'au Mhm. final, il n'a pas de résultats cette année-ci. On n'attend pas d'un jeune. Je prends un exemple d'Albert Witten Philipsen, qui était l'autre craquito chez les juniors, qui a fait le même parcours que lui, donc qui est passé directement aussi en World Tour. C'est seulement en fin de saison qu'on a commencé à un peu voir le Danois. Donc on voit que là, clairement, alors que Witten est peut-être un petit peu au-dessus de Sexas chez les juniors, là on pourrait se dire, bah, c'est Sexas qui est un petit peu, voire beaucoup au-dessus de Philipsen. Donc j'attendrai de voir. Mais effectivement, c'est très prometteur, mais je n'avais pas envie de le mettre directement dans le top 10, au vu finalement de ces résultats de cette saison, de l'ensemble de la saison en réalité, en termes de résultats, de façon de courir, etc. Voilà. Mhm. Mais voilà, je m'en excuse auprès de nos amis français. Et comme Alexis l'a très bien dit, moi, je préférais mettre Nicolas Prodhomme, qui m'a plus impressionné, c'est vrai, si on regarde purement le palmarès et la façon de courir. Ouais, ça s'entend très, très bien, oui, voilà. Mais je vais te laisser commencer à argumenter pour Matthew Brennan. Donc j'espère que c'est lui que tu as mis en numéro 1, s'il te plaît. Oui, Et comme ça, on peut en discuter. Vas-y. oui, ben Mathieu Brennan, effectivement, en numéro un, parce que c'est un coureur que je n'attendais pas du tout. C'est des résultats, c'est des victoires, hors World Tour déjà maintenant, dans une équipe où il était loin d'être la première carte sur ces courses-là, et avec une impression de force énormissime. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que, pour être tout à fait franc, j'ai pas eu le temps de préparer jusqu'au bout. Et Mhm. donc, j'ai pas été rechercher tous les résultats, etc. Mais je ne sais plus sur quelle course c'est. Il a un sprint. Il commence il est enfermé. Il démarre son sprint, il est en 20e position, je pense. Il part genre aux 500 mètres. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il fout? Et il va gagner, mais avec 3 vélos d'avance. J'ai l'impression que c'est le futur Tim Merlier, mais avec en plus donc au niveau puissance, Tim Merlier, mais avec en plus le pilotage d'un Cavendish. Et donc en devenir, c'est peut-être un sprinter qui va marquer sa génération comme Cavendish l'a fait pour la génération avant. Ce serait logique, c'est de Britannique. Après, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui peut être un peu plus qu'un sprinter. Et ce qui me fait me dire ça, c'est que on pourrait le voir, je pense, sur des courses plus relevées, des courses, enfin plus relevées, plus, comment, pas des courses en ligne toutes plates. Mhm. Et c'est vrai que j'ai un élément, un tout petit élément qui me gêne un brin de le mettre premier, c'est qu'en toute fin de saison, il a été battu par Paul Magnier. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que Magnier n'est peut-être trop bas dans mon classement. Mais donc voilà, je trouve que voilà, Mathieu Brennan, c'est vraiment c'est le nom que je n'avais pas vu venir du tout de cette saison-ci et qui se retrouve un peu comme Koubis, mais Koubis à une moindre mesure. C'est les deux noms que voilà, je connaissais pas du tout avant de les voir débarquer et commencer à faire des résultats sur résultats. Alors, il y a des trucs où je suis d'accord avec toi, et il y a un truc un tout petit peu moins. Je suis d'accord sur le fait, bon, alors son nom, je le connaissais. Feu, la page Instagram qui a duré 3 semaines du petit plateau, on avait mis dans les 10 jeunes à suivre, ouais, j'avais mis Brennan. Mais voilà, dans les 10 jeunes à suivre, sans vraiment en attendre monts et merveilles, il était là à la limite plus pour compléter le top 10 que vraiment dans les premiers noms à l'affiche. Et donc ouais, pareil, j'avais zéro vraie attente envers ce gars. Et ce qui fait, c'est fou. Il y a le nombre de victoires, il y a la qualité des victoires, il y a qui y bat, il y a la polyvalence, parce que tu me parles de Merlier et de Cavendish, mais moi j'ai envie de te dire que il y a même du Sagan peut-être en lui. Mm. Franchement, Oui, tu oui. sais, Tour de Norvège, il aligne Maxime Van Gils dans un final difficile, où ils arrivent à 3, je crois. Franchement, il sait tout faire, ce mec. Il a le sprint, il a le punch, il gagne à Denain, hein. Donc ça veut dire aussi que sur les pavés, il a fait un très bon Paris-Roubaix où il sort avec les meilleurs de la trouée. Bon, après, c'est un peu plus compliqué, il fait un peu son boulot d'équipier aussi, mais et donc ce mec, il a une polyvalence folle. Toi, tu as cité une victoire
moi, je ne l'ai pas vu parce que ça ne me dit rien quand tu l'évoques. Par contre, moi, il y en a une autre que je vais retenir qui est complètement dingue. C'est en Catalogne. T'as Del Grosso qui fait un peu un genre du kilomètre qui part comme ça. T'as Brennan qui est quand même le sprinter, mais qui part tout seul à la chasse de Del Grosso. C'est un match. Franchement, c'est une des arrivées de l'année pour moi. Un match entre les deux. Donc, il gaspille une énergie folle. Pour finir, il reprend. Du coup, tu as le peloton qui revient et tu as Caden Groves derrière. Tu te dis, bah, Caden Groves, c'est bon, c'est gagné là, avec les efforts que Brennan a fait. Brennan va encore claquer le sprint, quoi. Tu te dis, et il bat encore les Alpecin, les deux Alpecin, quoi. Et tu te dis, mais ce mec, c'est une sensation de force, quoi. On peut voir aussi qu'en Allemagne, il tape Jonathan Milan. Donc, il peut battre Van Gils quand c'est difficile. Il peut taper Jonathan Milan. Tu te dis, mais il a tout, en fait, ce gars. Et j'ai envie de citer Alexis qu'il n'a pas mis dans son top 10 et je vais citer Alexis pourtant parce que je suis sûr qu'au final Alexis trouve que Brennan est un super bon coureur puisque évidemment. dans Tu peux un autre de m'expliquer nos après, hein, épisodes oui tu vas t'expliquer mais j'ai envie de te citer d'abord puisque et c'est quand même vraiment symptomatique, je pense que c'est dans notre bilan en 2025 si je me rappelle bien, Alexis a dit je pense que Visma a raison de miser sur Brennan en laissant partir Coy. Ça veut quand même tout dire, parce qu'Olaf Coy, bien c'est sûr. pas n'importe quoi. Hein. Et donc se dire qu'on va miser sur Brennan, qui était inconnu à la place d'Olaf Coy, ça situe un peu la saison du bonhomme. Quoi. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et en soi, il mérite d'être à la première place. Il était dans ma liste, dans ma présélection. Je ne l'ai pas mis pour plusieurs raisons qui sont pas forcément hyper structurées, mais parce qu'on a pris le choix ici, et c'est un peu le ton du petit plateau, de ne pas trop se structurer dans nos choix, justement, de laisser un petit peu notre libre arbitre parler. Et moi, personnellement, j'ai pas mis de révélation dans mon top. Et moi, Brennan, c'est Mhm, une révélation. C'est quelqu'un que j'attendais pas du tout. mhm, C'est une des raisons qui m'a fait ne pas le mettre. Et les autres raisons, c'est parce que j'ai voulu être un petit peu différent dans les noms que j'ai choisis. J'ai pas voulu mettre trop de profils semblables. Et comme j'ai pris le pli de mettre Arnaud Delis, alors que évidemment, Brennan a peut-être plus sa place que Delis dans cette liste, mais bon, voilà, ici, on joue aussi à l'affect, on n'est pas journaliste, donc on fait ce qu'on veut. Vu que j'ai mis Delis, Magnier dans ce top, j'ai pas voulu mettre un troisième nom dans ce profil-là, mhm. et j'ai choisi ceux qui ont, pour moi, qui sont pas des révélations, comme j'ai dit, et qui en soi ont gagné plus en termes de points ICI que Brennan cette saison. Donc voilà, votre argumentaire, totalement raison, et comme j'ai dit, pour moi, Visma a raison de miser sur lui. Et si je dis ça, alors que Coy est déjà considéré comme l'un des top 4 meilleurs sprinteurs du monde, c'est que je crois vraiment beaucoup en lui. Mais voilà, j'ai pris le pli de pas le mettre parce que je le sentais pas. Mais si j'avais pris en compte les révélations, certainement que oui, je l'aurais mis. Mhm. Ouais. Les amis, pour clôturer ce top 10 où Mais finalement il y a eu plus de surprises, oui, je vais te donner la parole, mais en tout cas où il y a eu plus de surprises que ce que j'attendais avec Del Toro que j'ai cru que notamment Roman ne mettrait pas parce que saison surcotée. Finalement, il avait mieux que moi. Paul Sexas qui n'est pas chez vous. Brennan que Alexis décide pour des raisons qui me vont très bien en vrai Oui, elles sont d'écarter. bancales, Bref. mais voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Ouais, non, bah après je comprends aussi l'idée de ne pas rester sur tous les mêmes profils. T'aurais pu encore plus tricher, tu l'as pas fait, c'est tout à ton honneur. Tu aurais pu mettre un truc avec trois noms, ouais, c'est les mêmes gars, donc j'en parle. C'est très bien, Alexis. Romain, tu voulais réagir? oui, c'est vrai que c'est assez amusant finalement, comme quoi, et Alexis a tout à fait raison, sur le petit plateau, c'est le ton de notre émission, de notre podcast. C'est souvent subjectif, Mhm. on partage entre potes finalement nos avis plus ou moins éclairés sur le cyclisme. Et c'est amusant de constater que finalement, sur un top 10 des bonnes surprises de la saison, on va peut-être me contredire, mais je pense qu'on n'a que 4 noms qui se retrouvent dans les 3 tops. Hein. Mhm. On a donc Ouais. Isaac Del Toro, effectivement. On a Florian Lipovic, on a Ben Lee et Paul Paul Magnier. Magnier. Ouais. Et donc, voilà, 4 noms. C'est peut-être finalement, si on devait donner comme à l'Eurovision des points en fonction des classements, etc., c'est peut-être ces 4 mecs-là qui seraient dans un véritable top. Mhm. Mais on a là, effectivement, je pense, des très beaux profils qui ont clairement marqué cette année 2025 et qu'on attend bien évidemment plus fort encore dans cette année 2026 qui devrait commencer dans plus trop de Ah, temps ah. maintenant. Mais on va encore devoir un peu patienter. Et on a des trucs pour patienter d'ailleurs. Mais avant ça, Ouais. il y avait encore d'autres, des bonus. Oui, Des alors bonus. le petit bonus, parce que c'était tellement compliqué comme exercice, euh,
vraiment sans s'attarder, soit citer-les juste, soit citer-les avec 2 mots, quoi. Ouais. Des noms dont on n'aurait pas encore parlé et que vous auriez voulu mettre à l'honneur. Hein. Bon, Romain, Ouais. tu peux garder, vas-y. Oui, bah, j'avais 4 noms qui n'ont pas été cités Mhm. dans ma présélection, ou en tout cas la présélection qui est vraiment été réduite. Bah, Cocorico, chez les Belges, j'avais Junior Le Cerf, Mm. qui fait une belle saison. Et sincèrement, enfin, quand on suit vraiment les espoirs, etc., oui, le gars a fait de bons résultats. Et je m'étais dit, ben voilà un mec qui va être un bon petit grimpeur pour aider dans le pôle montagne de la Soudal. Mais de là à faire des classements généraux comme une 11e place quand même sur la Volta, même si on sait que la Volta était Mhm. un petit peu rabotée, voilà, c'était quand même une belle surprise finalement de voir le Wallon. Et alors je vais encore juste citer 3 gars. Il y avait Jonas Abrahamsen Mhm. qui continue, qui remporte. Il y avait Bruno Armirail, alors pas pour ce résultat, mais pour le fait d'être toujours à l'attaque. Et alors, Émilien Janière, qui a multiplié les podiums. Si le mec en claque une seule, parce que c'est malheureux, il n'a pas gagné une seule de la saison, s'il en claque une, il est dans mon top 10 de la saison. Ok. Alexis, tu avais quelques noms peut-être à rajouter. Oui, oui, oui. Bah donc moi j'avais mis l'attitude de Bernal sur le Giro, j'avais le sauvetage d'Astana, mais bon ça rentre pas dans le top. J'avais Derek G qui a quand même eu le courage de dénoncer les raisons de sa rupture de contrat. Yates pour son Giro, mais c'est plus un moment marquant qu'une satisfaction sur la saison. J'avais Bissegger à Roubaix qui m'a assez impressionné. Et puis enfin, les noms que j'espérais avoir dans votre fond de top 10, si vous avez embêté avec ça tout à l'heure, c'était Vauquelin et Johansson. Ok, et bah ouais, tu vois, ça m'intéresse parce qu'à part Yates, c'est des autres noms que j'avais notés. Donc Yates, c'est pareil parce que l'air de rien, euh, tu prends toutes les grandes courses, il y a un gars qui n'est pas attendu, c'est Simon Yates. Tous les autres, c'est Pogacar, on va dire, et Vingegaard, et Van Der Poel, pardon. Bref, donc Simon Yates, effectivement, pour moi, petite surprise quand même. J'ai déjà parlé de Le Coureur-Resseur. Prodhomme, franchement, il est passé à ça d'être le 6e nom. C'est combien t'as dit? Non, le 5e nom qu'on avait tous les trois dans notre classement. Toi, tu as parlé d'Astana, Romain. Alexis, surprise Astana, franchement, si on avait vu prendre cet angle-là, c'est peut-être premier au classement, le sauvetage Astana. Et moi, du coup, j'avais noté Scaroni, que j'attendais quand Mhm, même pas aussi fort. Et c'est alors, clair. que personne n'a évoqué et qui m'a quand même vraiment, vraiment, vraiment bien étonné, c'est Louis Barré. Ouais, Louis Barré qui j'ai était hésité. Ouais. voilà, j'en attendais beaucoup quand enfin beaucoup quand il est arrivé chez Intermarché, voilà. Et puis finalement, il n'avait jamais confirmé. Et je trouve que cette année, c'est plus que ce qu'on aurait jamais pu en attendre. Mhm. Et voilà, ça nous fait un épisode bien, bien rempli, ça, les amis. Je vous remercie pour vous être prêtés à l'exercice. J'invite tout qui nous écoute bah, à nous engueuler pour des choix très bizarres. Allez-y, lâchez-vous sur mes copains pour Sexas. N'hésitez pas. Je sens que ça va être très amusant. Euh, Et non, blague à part, bah oui, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire votre top 10, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et n'oubliez pas Et qu'on est là pour s'amuser, hein, surtout pour débattre entre bien entendu, copains hein, quand je dis gentiment. engueuler, oui, quand je dis engueuler, c'est sur le ton Bah, de l'humour, évidemment. Hein. cela dit, si on met effectivement Deli et pas Sexas, on peut nous traiter de chauvin cette fois-ci. On Oui, Ouais, assumera cette totalement. fois-ci, allez. Même si globalement, on a mis beaucoup ah plus de oui, j'ai mis les Français, Français enfin quand même, hein. beaucoup, ouais, on a mis les Français, donc voilà, ouais, on les aime, nos voisins du Sud. Et donc voilà, bah, écoutez, restez attentifs parce qu'il y a un épisode qui va suivre très, 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 très prochainement. Bon, petit spoiler, c'est le même concept, mais dans l'autre sens avec les déceptions. Donc, restez au taquet, on vous amène ça très bientôt. Ciao! Ciao, Ciao, ciao. ciao.